Bienvenue dans Pause Pépite, le podcast qui met en lumière les histoires de vie extraordinaires de personnes apparemment ordinaires, alors que pourtant. À travers des histoires authentiques et inspirantes, chaque épisode est une invitation à ralentir et révèle une pépite cachée dans le quotidien, un trésor d'expériences à découvrir. Ces parcours parfois surprenants, parfois émouvants, nous rappellent qu'il n'y a pas de petite vie. Je suis Océane Barberousse. Dans la vie, je suis praticienne en hypnose et doula. Embarquez avec moi. Prenez une pause et laissez-vous inspirer par ces parcours qui, loin d'être ordinaires, brillent de mille feux. Parfois dans la vie, on rencontre des personnes qui nous transportent et nous inspirent. Et c'est le cas de Stéphanie. Quand on s'est rencontrés, j'ai rapidement compris au fil de nos échanges que c'était une femme à part. Car elle a eu le courage d'aller chercher au fond d'elle-même qui elle était vraiment, après s'être complètement perdue. Car son parcours, il est semé d'embûches. Elle a vécu des attouchements dans son cercle familial, l'alcoolisme tabou de son père, une maladie héréditaire dont il a fallu se préserver, tout en accompagnant ses sœurs qui l'ont elles-mêmes déclaré. Et puis un arrêt de grossesse. En parallèle de ces épreuves, Stéphanie a choisi de partir à La Réunion. D'abord quelques mois, pour finalement y rester 13 ans. Mais c'est le temps qu'il lui a fallu pour parcourir une partie de son chemin. Le chemin vers la rencontre d'elle-même. Bienvenue dans cet épisode de Pause Pépite. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode de Pause Pépite. Bonjour Stéphanie. Bonjour Océane. Je suis vraiment contente de t'avoir à mon micro pour que tu nous racontes ton parcours, alors vraiment merci beaucoup d'être là. Moi j'avais très envie que tu viennes ici pour nous parler de ton parcours car je le trouve fascinant et très inspirant. Toutes les deux on se connaît un petit peu parce que pendant quelques temps tu as exercé dans le cabinet juste à côté du mien. Donc on a passé un petit peu de temps à faire quelques pauses café, à échanger sur nos vies respectives. Et c'est vrai que ce qui me venait toujours en tête, c'était waouh, quel courage d'être allé à la rencontre de soi et quelle sagesse se dégage de cette femme. Donc j'avais vraiment envie que tu viennes ici aujourd'hui. Pour commencer, je vais te demander si tu veux bien te présenter en quelques mots, de nous dire qui tu es. Déjà, je tiens à te remercier parce que je suis honorée d'être sur Pause Pépite. Donc, moi, je m'appelle Stéphanie, j'ai 43 ans, encore pour quelques jours. Et je suis aujourd'hui kinésiologue, j'ai été infirmière pendant 17 ans. Et en fait, mon parcours a fait que j'ai changé de voie professionnelle. Ok, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous racontes un petit peu plus ton parcours de vie en commençant là où tu le souhaites dans ton histoire. Alors, je vais commencer par le début, de vous dire du coup que je viens de la région nantaise, du pays du vignoble. J'ai 2 grandes sœurs de 6 et 7 ans de plus que moi. Je trouve que c'est un événement qui est important. Parce que du coup, enfant, je me sentais quand même assez seule. Elle ne le voyait pas forcément comme ça, mais du coup, je passais beaucoup de temps en fait à être à l'extérieur de chez moi. Le côté maternel primaire est passé quand même assez vite avec ce sentiment-là, et puis est arrivé le collège. Et là, ça commençait à être un peu difficile pour moi. Parce que je me suis rendu compte en fait que mon papa en fait avait une problématique avec l'alcool qui n'était du coup pas nommée dans la famille. On est une famille en fait qui est peu communicante et je pense que en fait ma maman souhaitait surtout nous protéger. Elle pensait qu'on ne voyait pas, sauf que du coup moi je voyais bien parce que je suivais mon papa et je le surprenais souvent boire tout seul, donc c'était assez douloureux pour moi. J'en parlais pas avec mes sœurs parce que elles étaient déjà plus vieilles et puis on va dire parties l'une et l'autre parcourir leurs études autre part. Et du coup, les années collège se sont passées comme ça. Je suis arrivée au lycée et puis là, c'était en fait pour moi une première chute. Je suis passée déjà du public au privé. Et en fait, où j'avais justement toute cette liberté au collège, je pouvais partir quand je le souhaitais. Là, j'ai eu le sentiment de me sentir emprisonnée parce que même quand on avait des heures de pause, on était obligé de rester au lycée et c'était très compliqué. Là, du coup, j'ai aussi rencontré mes copains
Donc en fait, il y avait tout ce paradoxe de se dire j'ai la liberté de rencontrer des nouvelles personnes, mais il y a aussi en fait au niveau scolaire ce côté emprisonné. Et puis moi, ça a été la dégringolade au niveau des notes. Enfin, je ne m'y retrouvais pas. Donc là, en plus, j'ai commencé à faire une réorientation professionnelle qui n'a pas été évidente. Je suis passée du coup de la seconde générale en BEP. C'était assez mal perçu à l'époque, mais ça m'a permis aussi de me reconstruire. Donc du coup, voilà, j'ai fait ma terminale, et puis mon désir d'être infirmière était déjà présent. Donc du coup, je suis partie en internat parce que je ne supportais plus, là pour le coup, mes sœurs étaient parties de la maison, donc j'étais toute seule à la maison. J'avais vraiment besoin en fait de m'échapper. Donc je suis partie en internat dans le sud Vendée, où j'ai passé mon bac SMS. Alors là, pour le coup, je me suis encore plus sentie emprisonnée parce que du coup, en fait, on était sur un lycée privé et ça a été très très dur pour moi. À ce moment-là, j'avais rencontré mon premier copain. Donc à l'époque, on n'avait pas les portables, donc on s'écrivait des lettres, on attendait ça avec impatience. Et j'ai passé mon bac. Du coup, là, ça a été un peu la libération parce que je l'ai eu, avec quand même 2 années qui avaient été difficiles. Et puis, je suis partie en école d'infirmière. Donc là, les 3 ans se sont passés, on va dire, plutôt sympa. Je me retrouvais dans mon appartement sur La Roche-sur-Yon. Les études se passaient bien. J'étais dans une discipline, moi, qui me plaisait. Et puis, je suis arrivée au diplôme avec beaucoup de difficultés parce que je me suis auto-sabotée. Je n'ai pas eu mon diplôme la première fois, ni la deuxième fois. Et là, en fait, je passais en commission. Et c'était même pas sûr, en fait, qu'ils me donnent la possibilité de le repasser. Et je me disais, mais c'est juste pas possible. En fait, je viens de faire 3 ans. Et en fait, à ce moment-là, je comprends pas ce qui se passe, mais c'est peut-être possible pour moi que je ne puisse pas être infirmière, quoi. Et donc là, j'ai commencé, du coup, en fait, mes parents quand même sont ouverts à toutes les médecines parallèles. Je suis allée voir une personne. Alors, je ne pourrais même pas vous dire si elle est magnétiseuse ou quoi. Elle m'a accompagnée. Elle me touchait absolument pas. Elle passait juste sa main au-dessus de moi comme ça. Et du coup, en fait, grâce à elle, je peux pas l'expliquer. En fait, j'ai eu confiance en moi. Ils m'ont donné à l'IFSI la possibilité de le repasser une 3e fois. Et du coup, j'ai été diplômée. Donc là, on arrive du coup en 2006. Donc je m'installe avec Julien. On était du coup, ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble. Et le couple en parallèle était un peu bancal, mais voilà, on a quand même décidé de s'installer ensemble. Moi, j'ai eu mon premier poste du coup sur Montaigu. Et puis, je vois bien en fait. Alors, ça se passe très très bien en tant qu'infirmière, mais je vois bien qu'au niveau du couple, ça va pas. Je visualise surtout qu'à l'hôpital, je fais un jour, une nuit dans un service, dans un autre. Enfin, je virevolte dans tous les services et ça devient chaotique. Et à ce moment-là, je discute avec une interne qui, elle, me dit qu'elle part faire un semestre, du coup, en fait, à La Réunion. Et je me dis, waouh, je sens en fait en moi, mais genre une ouverture. Et elle me dit, pourquoi toi tu pourrais pas y aller? Ce que je vous ai pas dit, c'est que je me suis séparée en fait juste quelques mois avant. Parce que du coup, oui, j'ai quand même oublié un petit passage. Ça n'allait plus du tout avec Julien. En fait, voilà, je me sentais plus respectée. J'ai pris la décision du coup d'arrêter. Et puis, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a des cauchemars qui remontent à la surface. Et je comprends pas trop ce qui se passe. Je viens de terminer une relation de 8 ans. Là, j'ai des cauchemars sur un événement qui aurait pu se passer dans mon histoire, mais je ne comprends pas trop ce qui se passe. Du coup, je décide d'aller me faire accompagner. Et je pars justement en sophroanalyse. Du coup, on part sur un type d'hypnose où je vais revoir en fait un peu ce qui s'est passé dans mes cauchemars. Et du coup, je me rends compte que j'ai subi des attouchements par une personne de ma famille. Et du coup, je trouve ça en fait presque choquant dans le sens où je l'aurais occulté en fait pendant toute la période où j'avais été avec Julien. Donc pendant ces 7 ans. Okay. Cet événement a dû se passer quand j'avais 14 ans.
Et je me dis, ouais, c'est assez fou, mais en fait, on n'imagine pas à quel point ce cerveau il est capable en fait de supprimer des informations pour survivre en fait. Du coup, je continue mon petit bonhomme de chemin à Montaigu, et c'est là, du coup, dans l'été, que je rencontre cette interne qui me dit qu'elle part à La Réunion. Et puis, moi, je viens de me séparer 5 mois avant, je viens de découvrir ce secret, je viens d'écrire aussi en parallèle à mon papa, parce que du coup, j'ai envie de lui partager, en fait, que j'ai envie de lui tendre la main, que son alcoolisme, c'est une maladie, et que, en fait, malgré tout ce qui s'est passé, moi, je peux être là pour l'accompagner, en tous les cas, pas le sauver, mais l'accompagner s'il le désire. Un peu tout qui remonte à la surface. Et puis... Comment il réagit, ton père ? Alors, je lui écris une lettre. Ouais. Il me répond pas. À ce moment-là, je me souviens, je lui dépose la lettre et je pars en vacances à Barcelone. Okay. Et ma maman me dit, écoute, il est en train de refaire la terrasse, il s'est arrêté, stop, je ne sais pas ce que tu lui as donné comme lettre. Il m'en a pas parlé tout de suite. Mais j'ai eu un retour 5 ans après. En fait, après, donc, il est allé aux réunions des alcooliques anonymes. Okay. Et il m'a dit qu'il avait lu la lettre en fait devant tout le monde. Et j'ai été hyper touchée parce que je n'attendais même pas un retour en fait, et que 5 ans après, il me dit mais c'est toi qui m'as sauvée. Wow. Donc j'ai été vraiment hyper touchée quoi. Et du coup, je prends la décision du coup en août. On est en août 2007. Je prends la décision du coup de partir à La Réunion quelques mois après. J'achète mon billet. Et j'annonce à l'hôpital que je ne renouvellerai pas mon contrat. J'annonce à mes amis du coup que je pars au départ pour 1 an. Et me voilà du coup, je ne sais pas pourquoi, mais en fait j'ai besoin de prendre le large. À ce moment-là, moi je me sépare et du coup tous mes amis, eux, sont dans une phase de construction. Il y a les maisons qui se construisent, il y a les premiers bébés qui arrivent. Et je me sens pas du tout alignée en fait avec tout ça. Donc me voilà arrivée à La Réunion en janvier 2008 et je commence mon aventure. Donc en fait au départ je ne connais personne, j'arrive avec mes valises et mon CV. J'ai la chance quand même quand on décide de partir comme ça à 10 000 km, on se rend compte qu'en fait on n'est jamais tout seul. Parce que tout d'un coup, il y a une copine qui te dit « Ah tiens, j'ai aussi une copine qui part en même temps que toi à La Réunion. » Et puis mes parents avaient aussi des amis sur Saint-Denis. Et ma cousine avait sa meilleure amie qui m'a accueillie la première semaine du coup chez elle. Donc en fait, je suis arrivée, je ne connaissais personne, mais je connaissais déjà du monde en fait. Donc c'était assez magique. Et puis le voyage a commencé. J'ai trouvé du travail rapidement, ce qui était important pour moi pour m'assurer une sécurité. Et je suis arrivée du coup à l'hôpital de Saint-Paul où je ferai toute ma carrière du coup de 2008 à 2021. Et je commence, en fait, je continue mon voyage intérieur parce que je me rends compte qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que en fait, suite à la découverte de ce secret, je décide d'aller voir la personne pour savoir si ça s'est vraiment passé. Donc je décide de lui écrire. Et il ne dément pas. Donc je suis quelque part soulagée. Et je fais cette démarche aussi parce que je veux qu'il prenne conscience en fait que c'était un acte qui n'était pas OK en fait pour moi et qui a été mis surtout en lumière. Et du coup, je me rends compte, du coup, en arrivant à La Réunion, que c'est pas encore du tout OK pour moi. J'ai le sentiment d'avoir, vous savez, un pamplemousse dans la gorge. Je peux plus avaler ma salive. Et je continue ma sophro-analyse du coup là-bas. Et en fait, au bout de 9 mois, je décide de l'annoncer à mes parents et à mes sœurs du coup. Et du coup, on est à 10 000 km, donc c'est pas tout simple. Mais ça permet de faire éclater le secret. Je me suis sentie soutenue, en tous les cas, par les membres de ma famille, donc ça a été chouette. Ce qui n'a pas été simple, c'est qu'en parallèle, ma sœur, en 2008, déclenche son cancer du sein. Et en fait, on se rend compte au même moment qu'en fait, on est porteur d'un gène, le BRCA2. Donc là, ça va être 5 années, en fait, les unes après les autres qui vont s'enchaîner
qui vont développer du coup ce cancer. Donc en fait, en parallèle, il se passe plein de choses. Moi, je me fais mon petit bonhomme de chemin sur l'île, mais en étant quand même aussi très soutenante pour ma sœur, pour mes sœurs, hein, parce que l'une après l'autre déclenchent leur cancer du sein. Et puis, du coup, moi, je vais faire mon voyage intérieur, parce que j'ai besoin, en fait, à ce moment-là, je me rends compte, en fait, que c'est un peu le chaos, en fait, intérieur. Je sais plus qui je suis, et j'ai besoin, en fait, de refaire, en fait, de remettre en lumière tout ça. C'est comme si mon puzzle, en fait, comme je le nomme souvent, en fait, j'ai des pièces qui sont éparpillées et j'ai besoin de reconstruire le puzzle pour comprendre, en fait, qui je suis. Donc, au départ, je décide de voir des thérapeutes, on va dire un peu conventionnels, hein, des psychothérapeutes, et voilà. Sauf qu'en fait, je ne m'y retrouve, mais absolument pas. Ils ne me parlent pas et je n'ai pas surtout le sentiment d'avancer, en fait. Donc là, je bifurque un peu, je vois du coup une réflexologue, petite pensée pour Christine, qui m'a beaucoup accompagnée pendant ces 2-3 ans, et j'ai eu l'impression là, de grandir, en fait. Là, il y a quelque chose, une flamme intérieure, en fait, qui a commencé à s'allumer, et en fait, j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais et qui j'étais, quoi. Et du coup, j'ai expérimenté plusieurs thérapeutes, parce que du coup, j'étais à La Réunion. C'est génial pour ça, c'est qu'en fait, il y a des ethnies différentes et du coup, en fait, des pratiques différentes avec des possibilités différentes. Donc là, je suis allée à la rencontre de chamans, je suis allée à la rencontre de personnes un peu moins conventionnelles, des pratiques tamoules. Là, on était un peu allé loin parce qu'on parlait presque de sorcellerie, donc moi, là, je déviais beaucoup et que ça ne me convenait pas. Mais je suis aussi allée voir des personnes qui travaillent sur l'âme, à comprendre à quel niveau de vie j'étais rendue, quelle était ma mission. Et j'ai expérimenté, en fait, pendant 14 ans, à travers ces thérapeutes, tout mon chemin intérieur. Et j'ai compris après que finalement, la Réunion, elle était venue me réunir, en fait. Donc, au fur et à mesure, j'avançais et c'était chouette parce que du coup, je me rends compte, en fait, que en parallèle, même au niveau professionnel, je grandissais. J'étais sur, en fait, une profession, oui, mais surtout un service qui me parlait énormément. J'ai fait des urgences et du SAMU. Et j'avais l'impression de vivre, en fait, à travers cette pratique. Donc, j'ai eu vraiment l'impression de me connecter à moi-même. Donc, c'était vraiment chouette. En parallèle, du coup, sentimentalement, c'était au départ un peu le chaos, hein, parce que du coup, vu que j'étais en pleine construction, à côté, c'était aussi la construction. Hein, donc, il y a eu pas mal d'expériences et à travers des personnes qui m'ont permis de grandir aussi. Et puis j'ai rencontré Greg, donc après Julien, ça a été le deuxième amour de ma vie, avec qui il y a eu une grande construction, on s'était pacsé, et puis là on avait le désir d'un enfant. Et du coup, je suis tombée enceinte du coup en juillet 2018, et malheureusement j'ai fait une fausse couche en septembre, et c'est venu aussi créer, en fait, un peu le chaos intérieur. Parce que là, on est sur l'âge de 38 ans. Et je me dis, en fait, c'est comme s'il y avait encore quelque chose qui s'effondrait, en fait, en moi. J'avais beaucoup avancé et je me rendais compte que, je sais pas, intérieurement, il y a la flamme qui se rééteignait, en fait. Et c'était douloureux. Et puis là encore, avec Greg, c'était compliqué. Là, le couple battait de l'aile. Je me suis séparée du coup 6 mois après. Et au même moment où on déménageait d'hôpital et on nous avait donné le choix, en fait, de changer, en fait, de structure et de service. Et du coup, je suis partie en réanimation. Alors, c'était pas mon choix premier, mais du coup, je me souviens cette période de janvier et février 2019 où je me sens, mais en fait, dans un tunnel, en fait, noir. Je suis en train d'être doublée dans les cartons.
Je n'y connais rien à la réanimation. On me dit qu'en fait, mais si, tu as fait du SAMU, mais en fait, c'est tout l'inverse du SAMU, quoi. Je pars d'un service hyper désorganisé à quelque chose qui est hyper cadré. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est difficile, quoi. Et je n'arrive même pas, moi, à me remettre de ma fausse couche, à me remettre de ma séparation. C'est tellement difficile. Et en parallèle, l'histoire du coup des attouchements continuait son petit bonhomme de chemin, parce que mine de rien, ça a été aussi pendant toute cette période, hein, on est déjà à 11 ans après avoir entre guillemets fait éclater le secret. Et du coup, je décide de prendre de la distance avec cette personne avec qui il y a eu les attouchements. Et je sens que ça a duré 3-4 ans, hein, où je ne la voyais plus, parce qu'elle faisait quand même partie intégrante de la famille. Donc quand je rentrais, c'était une personne que je voyais quand même régulièrement. Ça devait être difficile, ça. C'était hyper difficile, en fait. Quand je remets en lumière des choses... en fait, j'avais l'impression d'un côté de m'être écoutée, mais en même temps, la valeur famille est très importante pour moi. Et je me rendais compte, en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK, en fait. C'était tout ce paradoxe d'être tiraillé entre le bien et le mal, entre guillemets, de est-ce que tu fais les bons choix, est-ce que tu fais les mauvais choix. Mais c'est des choix. Et en fait, du coup, en parallèle de tout ça, hein, je suis encore dans le chaos de 2018 aussi. Et je me rends compte que finalement, peut-être que c'est plus le bon choix, en fait, de ne plus... C'est pas de ne plus voir cette personne, c'est surtout d'accorder, en fait, alors c'est pas réellement un pardon, mais c'est en fait de me dire que j'ai besoin d'avancer et que tant que cette porte, elle sera toujours ouverte, j'aurais l'impression de ne pas pouvoir avancer sur la sphère sentimentale. Parce que ça venait impacter, hein, vous imaginez bien, la sphère sentimentale. Et que ça prenait trop de place, en fait, dans mon histoire. Et que je me suis dit, en fait, mais peut-être, tu as beaucoup travaillé, tu l'as épilogué auprès de plein de thérapeutes, tu l'as abordé sur plein de plans différents. Peut-être que maintenant, tout simplement, en fait... Prendre la hauteur, ça fera toujours partie de ton histoire, mais avance. Avance parce qu'en fait, en allant toujours retravailler dessus, tu réactives. Tu réactives à chaque fois cette blessure-là, en fait. Donc du coup, j'ai décidé de pardonner, entre guillemets, de me pardonner, hein, de tout ce chemin et de pardonner à cette personne l'acte qu'il avait fait pour pouvoir avancer, en fait. Et derrière, du coup, on arrive en 2020, je suis en réanimation. Covid. Le Covid. Infirmière en réanimation, c'est... ça n'a pas été évident, hein, parce que, mine de rien, c'était une création de service, que je ne vous ai pas dit au départ, ça a été une création de service. Donc, du coup, en fait... il y a eu des personnes, hein, qui avaient travaillé en réa, qui ont pu nous former au fur et à mesure, mais moi j'ai eu le sentiment, en fait, d'être toujours en lutte, en fait, permanence. Ce qui m'a tenue, c'est l'ambiance, parce que j'avais des collègues qui étaient juste exceptionnels. Donc ça m'a permis de tenir 2020, et puis 2021 est arrivé, et je sens que je suis bien essoufflée de tout ça, en fait. Je suis bien essoufflée, je me rends compte que mes 3 ans de réa, enfin mes 2 ans de réa sont difficiles. Ma rupture, elle est difficile. La fausse couche, le deuil se fait, hein, de toute façon. Tu t'es fait accompagner pour ça ? Oui. J'avais rencontré une super thérapeute qui faisait justement... Alors, elle était psychologue, mais pas que. Elle faisait de l'hypnose. Et du coup... elle avait un côté très spirituel et son approche m'aidait beaucoup. Donc à ce moment-là, du coup, elle m'avait beaucoup, beaucoup accompagnée. Et du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je ne vois pas que je suis essoufflée. Et il y a un matin, en fait, j'arrive à l'aube de mes 40 ans. Et du coup, j'ai un patient qui est contentionné parce qu'il est en danger pour lui-même, donc c'est ce qu'on faisait, hein, pour le protéger. Et il se déperfuse, et au moment de le reperfuser, je me prends du coup son genou sur ma tempe et je me mets à pleurer.
Et en fait, les larmes n'arrêtent pas de couler. Alors, on a les masques à ce moment-là, parce qu'on les porte au quotidien. Et les collègues ne voient pas forcément, mais je vois mes larmes couler. Le cadre passe par là et me dit va faire quand même un accident du travail. Pour déclarer l'incident. Juste pour déclarer l'incident, parce que c'est pas anodin non plus. Et je retrouve du coup une collègue médecin avec qui j'ai travaillé quand même des années auparavant, et je la vois écrire en fait burn-out sur la feuille d'accident du travail. Je me dis donc, elle y va fort quand même. Sauf que je me rends compte en fait que je suis à l'aube de mon burn-out. Je pars en vacances et juste après, j'avais un mois où je rentre en métropole parce que je voulais arroser mes 40 ans du coup en famille. Et quand je rentre, en fait, je n'arrive pas à retourner au travail. Je visualise en fait que je ne fais que pleurer, quoi. Il y a une réelle problématique mais qui n'est qu'en lien avec l'hôpital, puisque quand je ne suis pas à l'hôpital, tout va bien. Et c'est ça qui est en fait assez surprenant. Et là, très vite, du coup, je prends conscience que du coup, peut-être que ma vie à La Réunion se termine. Et on est au bout de 14 ans. Du coup, je visualise très très vite en fait comment ça se passe. À ce moment-là, je fais des cercles de femmes. Et un cercle de femmes, on est à l'écoute de tous les signes qu'il peut y avoir aussi à l'extérieur. Et à l'issue d'un cercle, ma sœur est en train de faire des investissements en parallèle sur la Bretagne. Et je visualise un appartement, comme si c'était un signe en fait. Et je me dis, en fait, c'est peut-être le moment pour moi de rentrer en fait. Donc je prends la décision du coup, comme je l'ai faite à l'aller, de prendre quelques mois après mon retour. Et là en fait, du coup je suis en arrêt parce que je ne peux plus remettre un pied à l'hôpital. Et je prends du coup le temps d'organiser mon retour, de prendre le temps de dire au revoir à Lille. Parce que il s'est passé beaucoup de choses sur cette île. Ça a été aussi des découvertes à travers mes activités sportives aussi, où je parcourais les sentiers, et même sur les sentiers, comme on le dit souvent, c'est ce qui se passe à l'extérieur est aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et à chaque pas que je faisais sur ces sentiers, j'avais l'impression d'avancer sur mon chemin en fait. Donc, dire au revoir à cette île, ça a été quand même intense. D'ailleurs, elle est nommée comme ça. L'île de la Réunion, c'est l'île intense. Et du coup, décembre 2021, je pars du coup pour retrouver ma famille, parce que pendant 14 ans, je n'ai jamais fêté Noël avec eux. Donc, c'était Noël, du coup, retrouvé auprès d'eux. Et à ce moment-là, en fait, je ne sais pas trop, je sais que je suis infirmière, mais je me dis, de toute façon, je suis en disponibilité de l'hôpital, je n'ai aucune ressource, faut y retourner, quoi. Ça fait 6 mois que tu n'as pas travaillé, c'est ok, tu as pu te remettre, du coup. Et j'ai une amie qui est infirmière dans la région et qui me dit, écoute, ils recherchent dans un lycée pour la période Covid, est-ce que tu serais intéressée? Et je me dis, c'est très bien pour reprendre en douceur. Donc j'ai fait une mission de 3 semaines dans un lycée, et puis dans les centres de vaccination, ils recherchaient sur le mois de février, donc j'ai continué comme ça, mais c'était la fin. Et puis je me suis lancée du coup en intérim à partir du mois de mars. Donc là, ça a été, je me revois encore du grand stress, parce qu'en fait, j'ai tellement pas le profil de faire une mission un jour dans un hôpital, enfin un hôpital, c'était même pas un hôpital parce que je voulais plus aller à l'hôpital, mais dans une structure, et puis un autre jour dans une autre. C'était tellement compliqué. Puis là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Enfin, dans 10 ans, tu pourras pas en fait continuer à ce rythme-là, et que si tu veux faire une reconversion, c'est le moment en fait. Tu commençais déjà à avoir des questionnements sur une éventuelle reconversion? Je m'étais déjà posé la question, parce que quand je me suis, du coup, quand j'ai fait le burn-out là en mai 2021, je me suis dit que c'était peut-être aussi à cause de mon métier d'infirmière, et qu'on me montrait peut-être, je commençais à avoir tous les signes, et que c'était peut-être le moment en fait de se reconvertir, que j'étais peut-être épuisée de ça.
Alors, ça a été un burn-out un peu général, mais je pense que la part professionnelle, elle était quand même là. Donc là, j'avais commencé à réfléchir. Je me posais la question d'être peut-être naturo, réflexo. Et en fait, cette discipline, elle ne m'appelait pas parce que moi, j'ai besoin d'être au contact encore plus de l'autre. Et du coup, j'avais fait des soins en fait, de kinésiologie à La Réunion, mais au moment où ça n'allait pas. J'avais rencontré une kinésiologue et j'avais trouvé sa pratique quand même juste assez ouf. À travers juste un test musculaire, de pouvoir aller retrouver ce qui s'était passé dans ton enfance. J'avais juste trouvé ça incroyable. Et du coup, quand on arrive en mars 2022, je me renseigne sur la région, en fait, s'il y a des écoles de kinésiologie. Et ce jour-là, j'ai une amie qui me dit, écoute, j'ai une copine à moi qui habite Lyon et qui est formatrice en kinésiologie et qui vient faire en fait un module à Vertou. Ok. Du coup, elle me dit, on peut assister si tu veux sur quelques heures. On peut participer à ce module pour observer un peu comment ça fonctionne. Je dis, mais carrément. Moi, je verrai si ça me plaît ou pas. On est au mois d'avril, un samedi matin. Je suis en train d'écouter cette formatrice. Je vois tous les élèves en train de parler de kinésiologie. Je ne comprends absolument rien, mais je me suis dit, c'est là que tu dois aller. Ok. Ils étaient en module réflexe archaïque, je m'en souviens. C'était le flou artistique pour moi, mais alors je sentais intérieurement que c'était complètement OK pour moi. C'était ça que je devais faire. Et du coup, ce qui a été assez magique, c'est que du coup, Vertou, je me suis dit, c'est parfait, l'école à Vertou. J'habitais Nantes à ce moment-là. Ouais. C'est pratique. Ça va être, je vais voir un peu, je vais appeler l'école. Et donc, j'ai commencé en novembre 2022, du coup, à l'école de Vertou. Et ce qui a été assez fou, c'est que du coup, je cherchais un logement à ce moment-là et j'ai trouvé un logement à Vertou aussi. Ok. Donc, je me suis dit que je continuais en intérim. J'avais trouvé une structure, du coup, en médico-social, du coup, sur Trélières. Et j'ai travaillé pendant 18 mois, le temps de faire, en fait, toute ma formation. Et puis, l'année 2023 me dit, en tous les cas, il y a un moment donné, je me dis, mais de toute façon, Stéphanie, tu ne bosseras plus à l'hôpital. Pour toi, c'est bon, en fait, c'est OK, passe le cap, quoi. Donc, j'ai pris la décision de démissionner de l'hôpital de La Réunion pour pouvoir monter justement mon entreprise. Donc, j'étais encore en formation, mais je continuais. Du coup, il me fallait quand même quelques mois pour pouvoir prétendre d'avoir des aides de France Travail pour monter l'entreprise. Et en fait, en novembre 2023, ça a été aussi quelques séances de kinésio pour accéder à ça. J'ai dit au revoir à mon métier d'infirmière, mon métier de cœur, mais pour laisser place à ce nouveau métier qui allait arriver quelques mois après, du coup, en tant que kinésiologue. Et du coup, en mars 2024, j'ai ouvert l'entreprise, du coup, pour commencer, du coup, ma pratique de kinésiologie. Et du coup, je suis venue au sein de votre cabinet pendant quelques mois. Et puis, du coup, j'ai eu une opportunité d'une maison sur Vertou. Donc, j'ai bifurqué en début d'année, du coup, sur... T'as tout rassemblé. C'est ça. Ok. Et est-ce que... tu dis souvent que tu ressens les choses, que tu les ressens. Enfin, en tout cas, depuis que je te connais, j'entends beaucoup ça. Ça s'est quand même régulièrement confirmé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur ta manière de percevoir les choses, les gens et même le monde qui t'entoure ? Alors en fait, en ayant beaucoup travaillé du coup sur mes blessures, sur mon histoire, j'ai enlevé des couches, comme on peut le dire. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis en fait de ressentir. En fait, ça s'est fait comme ça, je pense, dans un premier temps. J'ai ressenti plutôt les gens et j'arrivais à percevoir un petit peu des choses. Enfin, pas de manière visuelle, mais je sais pas, j'ai pas d'exemple en soi, mais quand je sens que le chemin est ouvert,
je sais qu'en fait, c'est la bonne route. Je le ressens, en fait, à travers mon corps, en fait. Je pense que j'ai ouvert l'écoute intérieure. Et en fait, on a toutes nos ressources en nous. Et en fait, quand on est capable d'écouter ce corps, et ce cœur surtout, on sait quelle direction prendre, mais aussi on sait de qui s'entourer. Et en fait, quand il y a des personnes en face de moi, j'arrive à lire entre les lignes, en fait, de savoir si ce sont des personnes qui sont authentiques ou pas, si c'est des personnes avec lesquelles j'ai envie de m'entourer ou pas. Et c'est ce qui me permet, en fait, d'avancer. Et je le vois un peu de cette manière-là, en fait. Je pense que c'est à travers mon corps et mon cœur que j'arrive à ressentir dans un premier temps. Après, à travers mes soins, j'ai aussi développé d'autres capacités où maintenant j'entends. Mais voilà, ça fait partie de toi, en tout cas. Voilà. Moi, je t'avais déjà dit, mais j'admire énormément le courage que tu as eu, cette confiance aussi en la vie et en ce que t'apporte l'univers et ce que tu dégages. Et je trouve que ton témoignage, il est important et vraiment hyper inspirant pour des personnes qui sont peut-être un petit peu perdues et ne savent pas tellement qui elles sont. Je pense que ça peut apporter des choses très positives. Surtout qu'on est quand même dans une période où on a pas mal d'incertitudes et où on dit depuis quelques années que le monde va mal. On en parlait encore tout à l'heure. Et toi, tu as toujours un regard réconfortant sur les choses qui te permet d'accueillir les événements avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Et c'est ce que j'avais envie de transmettre ici. Mais il y a sans doute chez toi aussi des moments où c'est moins simple, où c'est un peu plus difficile d'être toujours dans l'accueil. Comment est-ce que tu arrives à te recentrer dans ces moments-là pour continuer à y croire ? Je me dis qu'en fait, sur un tableau un peu sombre, derrière les nuages, il y a toujours du soleil. Et en fait, quand c'est un peu difficile pour moi, alors je sais que moi, le sport m'aide énormément. Quand c'est difficile, je vais courir. Mais j'aime le lien aussi avec les autres. Et je sais que le partage, de déposer parfois aussi mes angoisses, parce que j'en ai, comme tout le monde, et en fait, d'écouter le regard de l'autre m'aide aussi à avancer. Et puis, d'aller aussi poser en fait son mental et de voir que derrière, il y a toujours en fait une réponse, encore une fois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre corps a tout en fait en soi. Et que face aux difficultés, à l'intérieur de soi, on a en fait une réponse, on a un chemin. Donc en fait, il suffit juste en fait d'aller déposer un petit peu ces angoisses, permettent en fait aux vagues, parfois moi je les appelle même le tsunami, d'aller se calmer et de voir ce qui se passe dans ces phases de calme, parce que c'est là en fait où il y a la réponse qui jaillit, quoi. C'est beau. Merci. C'est quoi ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, moi j'ai l'impression d'expérimenter mes rêves. Déjà d'être partie à La Réunion, pour moi ça a été un rêve. J'ai nagé avec les baleines, c'était un rêve. Le voyage, c'est un rêve et j'ai beaucoup voyagé. De continuer à découvrir le monde en fait. Le monde sous toutes ses formes en fait et continuer à me découvrir intérieurement en fait. C'est encore une fois, le monde intérieur et le monde extérieur en fait ne sont qu'en parallèle. Donc je n'ai pas un rêve, mais plein de rêves et c'est la continuité de ce chemin en fait qui est important, quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fière dans ton parcours ? Ou des choses ? D'avoir eu le courage de partir, tu vois, parce que mine de rien, d'aller à la rencontre de soi, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait, je crois. Et quel impact tu penses avoir sur les autres ? Je ne sais pas. Je me dis qu'en leur apportant un peu mon expérience, en tous les cas, ce que j'ai pu expérimenter à travers la rencontre de mon moi intérieur, je
peut peut-être en tous les cas leur permettre de visualiser que justement, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours en fait, quand on chute, il y a toujours une possibilité de se relever en fait pour avancer. Le chemin n'est pas chaotique partout et que même s'il y a des bosses et des trous sur ce chemin, en fait, il y a des moments en fait où de chaque côté en fait il y a des jolies fleurs, il y a des jolis arbres en fait qui permettent en fait d'avancer. C'est je pense qu'on a tous en soi en fait un soleil et que ce qui est important c'est d'aller s'y connecter en fait. Et ma question préférée, quel conseil tu donnerais à la petite toi, à la petite Stéphanie que tu as été? De continuer à y croire. Croire en la vie, croire au fait que tout est possible en fait. Un joli conseil. Et puis enfin, la dernière question, est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais particulièrement voir dans ce podcast? Une personne que j'aimerais voir dans ce podcast j'y ai pas réfléchi. On en parlait tout à l'heure. Une personne âgée qui peut justement raconter son expérience. Parce que je trouve qu'elles ont tellement à nous apprendre en fait sur leur histoire et sur leur manière de percevoir les choses. Est-ce que tu as une personne en particulier? Je sais pas. Je pense pas. Moi, j'ai plus mes grands-parents, du coup. Je sais pas comme ça. Spontanément, je sais pas. Ok, ça marche. Merci beaucoup, beaucoup Stéphanie d'être venue à mon micro. Je te souhaite de rêver grand, de continuer à bien prendre soin de toi et à faire le bien autour de toi, comme tu le fais déjà. Et je te souhaite surtout d'être sincèrement heureuse. À bientôt. À bientôt et merci beaucoup Océane. Vous venez d'écouter un épisode de Pause Pépite. J'espère qu'il vous a plu et merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez faire grandir ce podcast, abonnez-vous, likez et partagez cet épisode au plus grand nombre. C'est de cette manière qu'il brillera encore plus fort. Merci encore et surtout, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pause Pépite.